Après avoir conduit 9 heures à travers une tempête de neige pour surprendre ma femme le jour de son anniversaire, je suis entré avec un gâteau et je l'ai entendu dire à sa sœur, « Mon Dieu, j'espère qu'il s'écrase. Je pourrais utiliser l'assurance. » Sa sœur a répondu, ou au moins quelques mois de silence. Ils ont ri. J'ai laissé le gâteau sur le comptoir. Le lendemain matin, j'étais parti. 3 semaines plus tard, elle a regretté tout ce qu'elle avait dit. Donc, moi, 33 mois, et ma femme Abigail, 31 ans, sommes mariés depuis 7 ans. Histoire classique, amoureux du lycée, séparés pour aller à l'université, repris contact au mariage d'un ami commun, et le reste appartient à l'histoire. C'est du moins ce que je pensais. Les choses n'ont pas été géniales ces derniers temps. Abigail est distante. Cela a commencé il y a environ 6 mois quand elle a commencé à sortir davantage avec sa sœur Mia et ce nouveau groupe d'amis qui semblent tous conduire des voitures qu'ils ne peuvent pas conduire. Se permettre et prendre des vacances pour lesquelles ils n'ont pas l'argent. Sans juger, simplement en le remarquant. Abigail a commencé à faire des commentaires sur la taille de notre maison et à me demander quand j'allais progresser en termes de carrière. Je l'ai attribué à une phase. Nous vivons confortablement. Jolies 3 chambres dans un bon quartier. 2 voitures décentes. Vacances annuelles. Rien d'extraordinaire, mais nous nous en sortons bien. Où je pensais que nous l'étions. La semaine dernière, c'était l'anniversaire d'Abigail. Les anniversaires de février sont nuls dans le Midwest. Toujours froid, souvent neigeux. Les plans sont annulés. J'ai donc décidé de faire quelque chose de spécial cette année. Son véritable anniversaire tombait un mardi, mais elle avait mentionné vouloir rendre visite à sa sœur ce week-end car elles avaient prévu d'aller au spa samedi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas m'éloigner du travail et que je devrais rester sur place. C'était un mensonge. En fait, j'avais prévu de prendre congé vendredi. Le plan était de lui faire une surprise en se présentant chez Mia vendredi soir avec son gâteau préféré de cette boulangerie près de chez nous. Ensuite, emmène-la pour un dîner raffiné que j'avais déjà réservé. J'avais même préparé un sac avec sa robe et ses chaussures préférées. J'avais tout réglé. Les rapports météorologiques ont commencé à paraître flous jeudi soir. Des avertissements de tempête hivernale étaient en place, de 6 à 10 pouces attendus dans 3 États, y compris sur tout l'itinéraire que je devais parcourir. La plupart des gens auraient annulé. Je ne l'ai pas fait. Une détermination en partie obstinée, en partie une volonté de ne pas gâcher la réservation au restaurant qui m'a pris 3 semaines pour l'obtenir. Je suis parti à 7 heures vendredi. Ce qui aurait dû être un trajet de 6 heures s'est transformé en un cauchemar de 9 heures. J'arrêt blanc roulant dans la neige si épaisse que je pouvais à peine voir les feux arrière devant moi. 3 accidents sur l'autoroute ont tout ralenti. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour prendre un café juste pour rester vigilant. Mais je n'arrêtais pas de penser au visage d'Abigail quand je franchissais la porte. Ça vaut le coup, non? Arrivé dans le quartier de Mia vers 16 heures. J'ai dû me garer à un pâté de maison parce que les charrues n'étaient pas encore arrivées. J'ai attrapé la boîte à gâteaux et j'ai marché péniblement dans la neige jusqu'aux chevilles. Mon jean était trempé au moment où je suis arrivé à la porte d'entrée de Mia. La porte était déverrouillée. Je les entendais dans la cuisine. Des voix et des rires. J'étais sur le point d'appeler quand j'ai entendu mon nom. Abigail était au milieu de la phrase de Noah. Rien. Silence radio. Mia a dit quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. Puis Abigail encore, plus clair, il a envoyé un texto plus tôt disant qu'il était coincé au travail, probablement toujours là. Avec ce temps, ils auraient renvoyé tout le monde chez eux. Mia a répondu, eh bien, il est probablement sur le canapé avec ses écouteurs, en train de jouer à nouveau à ce jeu stupide. Je me suis figé dans l'entrée. Ce n'était pas le regard ludique habituel sur mes habitudes de jeu. Il y avait un vrai mépris dans sa voix. Au moins, il n'est pas là pour gâcher ta semaine d'anniversaire, a déclaré Mia. J'ai failli intervenir alors pour m'annoncer. J'aurais aimé la voir. Au lieu de cela, j'ai entendu ce qui a suivi, mon Dieu, peux-tu imaginer? Abigail a ri. Il insisterait pour venir dîner avec nous ce soir et raconterait les 3 mêmes histoires qu'il raconte toujours. Ensuite, il aurait ce regard triste de chiot quand je voudrais sortir demain sans lui. Mon estomac hocha la tête. Je restais là, tenant ce stupide gâteau que j'avais conduit 9 heures dans une tempête de neige pour le livrer, écoutant ma femme se moquer de moi auprès de sa sœur. Eh bien, au moins, il est à l'écart, a déclaré Mia. Les routes sont un désastre.
Le mari de mon ami est resté coincé sur l'autoroute pendant 3 heures. Il y eut une pause. Puis Abigail a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Mon Dieu, j'espère qu'il s'écrasera. Je pourrais utiliser l'assurance. » J'ai dû faire du bruit parce qu'ils se sont tous deux tus. Je pensais avoir été attrapé, mais Mia a répondu, ou au moins quelques mois de silence. Ils rirent tous les deux. Un vrai rire à l'idée de ma mort ou de mon hospitalisation. Je ne me souviens pas avoir décidé consciemment quoi faire ensuite. Je suis juste entré dans la cuisine, j'ai placé la boîte à gâteaux sur le comptoir et je suis reparti. Leur visage. Je n'ai jamais vu la couleur du visage de quelqu'un aussi vide dans la vraie vie. Abigail m'a appelé, mais j'ai continué à marcher, dans la neige, jusqu'à ma voiture. Je suis resté assis là pendant peut-être 20 minutes avant même de pouvoir mettre la clé sur le contact. Mon téléphone a explosé. 17 appels manqués au moment où j'ai vérifié, 38 SMS. Je n'en ai lu exactement aucun. J'ai conduit jusqu'au motel le plus proche. Cela m'a coûté $80 pour une chambre qui sentait la cigarette. En désespoir de cause, j'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plafond jusqu'au lever du soleil. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone, il y a eu 63 SMS et 29 appels manqués. Je ne les ai pas lus. Je viens d'envoyer un texto à mon ami Théodore. Il s'est passé quelque chose avec Abigail. J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours. Théo, étant le MVP qu'il est, vient de répondre, porte déverrouillée, bière dans le frigo. J'ai conduit les 9 heures pour rentrer chez moi, j'ai préparé 3 valises de vêtements et de produits essentiels pendant qu'Abigail était toujours chez Mia. J'ai récupéré mes documents importants dans notre boîte ignifuge et je suis allé chez Théo. C'était il y a 3 jours. Je n'ai toujours pas parlé à Abigail, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Elle a été appelée à partir de plusieurs numéros, a laissé des messages vocaux allant des larmes à la colère, et s'est même présentée à mon travail hier. Je n'étais pas là. Appelé malade. Aujourd'hui, je suis allé à la banque et j'ai transféré la moitié de notre épargne commune sur un nouveau compte à mon nom. J'ai gelé nos cartes de crédit communes, changé tous mes mots de passe, dit à mon patron que je devais travailler à distance pendant une semaine en raison d'une urgence familiale. Tout cela est très méthodique, ce qui est bizarre parce qu'à l'intérieur j'ai l'impression d'être en chute libre. Le problème, c'est que je n'arrête pas de répéter ces mots, j'espère qu'il s'écrasera. Je pourrais utiliser l'assurance. Qui dit ça de quelqu'un qu'on est censé aimer? Qui rit du fait que son conjoint soit réduit au silence pendant des mois? Le pire encore, c'est de réaliser que ce n'est probablement pas la première fois qu'elle dit quelque chose comme ça. Juste la première fois que je l'entendais. Nos amis ont commencé à nous tendre la main. Apparemment, Abigail dit aux gens que nous avons eu un malentendu et j'exagère. Mouvement classique d'éclairage au gaz. Un ami commun m'a envoyé un texto disant, « Quoi qu'il arrive, je suis sûr que vous pouvez y remédier, sans même demander mon côté. » Je n'ai dit à personne ce que j'avais entendu. Même Théo ne connaît pas toute l'histoire, même s'il n'a pas insisté. Il garde juste le réfrigérateur rempli et me laisse de l'espace. Hier soir, j'ai enfin lu certains textes d'Abigail. Ils suivent un modèle prévisible. Confusion, où es-tu allé? Pourquoi es-tu parti? Défensive, c'était juste une blague. Vous n'étiez pas censé entendre ça. Colère, vous êtes enfantin. Répondez à votre foutu téléphone. Manipulation, je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Menace, si vous ne me rappelez pas, j'appelle la police pour signaler votre disparition. Apitoiement sur soi, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça le week-end de mon anniversaire. Pas une seule véritable excuse. Pas une seule reconnaissance du caractère foireux de ce qu'elle a dit. Après les avoir lus, j'ai bloqué son numéro. Je ne suis pas prêt à lui parler. Peut-être que je ne le serai jamais. Aujourd'hui, j'ai rencontré un conseiller financier nommé Milton, recommandé par un collègue. J'ai passé 2 heures à parcourir nos finances. J'ai découvert des choses intéressantes, comme comment Abigail a dépensé $17 800 par mois en achats en ligne au cours de l'année écoulée ou comment elle a sorti une carte de crédit de magasin dont je ne connaissais pas l'existence avec un solde de $3000. Milton m'a aidé à élaborer un plan pour démêler nos finances le plus facilement possible. Tout est légal. Rien de louche, mais cela signifie qu'Abigail est sur le point de se confronter à la réalité concernant ses habitudes de dépenses. Le compte conjoint que j'ai laissé intact contient suffisamment pour l'hypothèque et les services publics de ce mois-ci. Après, nous verrons.
Je n'essaie pas de la laisser sans ressources. J'ai juste besoin qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences. Ce qui est fou, c'est que je me surprends encore à me demander si je réagis de manière excessive. Comme si c'était peut-être juste une blague, mais ensuite je me souviens de son ton, de la désinvolture de me souhaiter ma mort, du rire qui a suivi. Et je sais que je ne le suis pas. Théo dit que je devrais lui parler, ne serait-ce que pour tourner la page. Peut-être qu'il a raison. Mais en ce moment, je suis toujours en train de réfléchir, j'essaie toujours de comprendre qui est réellement cette personne que j'ai épousée. Demain marque 4 jours de silence de ma part. La sœur d'Abigail, Mia, a essayé d'appeler aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Alors ? Notre voisine Lydia a envoyé un texto disant « Abigail était chez nous en train de pleurer sur le pas de la porte parce que j'avais changé le code de la porte du garage. » Une partie de moi se sent mal, la plupart non. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, ce n'est même pas le commentaire d'assurance, c'est le rire. La façon facile dont ils ont tous les deux trouvé de l'humour en pensant que je souffrais. Qui fait ça, et depuis combien de temps ressent-elle cela ? Je me pose également des questions sur le contrat d'assurance vie que nous avons souscrit il y a 3 ans. Ce n'est pas énorme, 500 000 $, mais c'est suffisant pour faire espérer à quelqu'un qu'il s'écrase, je suppose. Appelez la compagnie d'assurance demain pour voir s'il y a un changement de bénéficiaire. Je sais que cela devient long, mais tout à paix aide. Théo a un copain qui est avocat spécialisé en divorce. Je le retrouve demain pour un café. Je ne sais pas si c'est là que cela mène, mais j'ai besoin de connaître mes options. Pour tous ceux qui se demandent ce que je vais faire ensuite, je ne le sais pas encore. Une partie de moi veut simplement disparaître, changer complètement de numéro, passer à un autre état, recommencer. Mais c'est comme s'enfuir. Une autre partie veut la confrontation. Il veut voir son visage quand je lui répéterai ces paroles. Je veux qu'elle ressente un dixième de la douleur que je ressens. Mais surtout, je veux juste que la sensation de creux dans ma poitrine disparaisse. Je veux arrêter de voir son visage quand je ferme les yeux. Je veux arrêter d'entendre ses mots et ses rires se répéter dans ma tête. Pour l'instant cependant, je le fais un jour à la fois, en gardant la tête baissée, en faisant des projets et en la laissant se demander où je suis, ce que je sais et ce que je vais faire. S'il y a de l'intérêt, je mettrai à jour au fur et à mesure que les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir laissé m'exprimer. Parfois, Internet est le seul endroit où les étrangers se contentent d'écouter sans essayer de tout arranger. Mise à jour de Noé, rapide TLDR du post précédent pour ceux qui nous rejoignent. J'ai conduit 9 heures à travers une tempête de neige pour surprendre ma femme Abigail chez sa sœur Mia pour son anniversaire. J'ai entendu Abigail dire à Mia qu'elle espérait que je m'écraserais pour l'argent de l'assurance. J'ai laissé le gâteau sur le comptoir et je suis sorti. Je reste chez mon ami Théodore depuis 3 jours, ignorant ses appels et ses SMS tout en réglant mes finances. Vous avez été nombreux à demander une mise à jour lorsque les choses ont évolué, alors nous y sommes. Cela fait 1 semaine depuis mon dernier post et 10 jours que j'ai entendu ces mots qui reviennent sans cesse dans ma tête comme un son maudit de TikTok. On dit que la colère s'estompe, c'est ce que prétendent tous les podcasts d'auto-assistance que Théodore diffuse dans la cuisine. Quoi qu'il en soit, la rage s'apaise et vous vous retrouvez avec l'esprit clair pour prendre de meilleures décisions. J'attends toujours cette partie. Mercredi dernier, 4e jour de silence, je me suis réveillé avec un plan. Pas un bon plan, pas un plan sain, mais un plan qui lui semblait parfait à ce moment-là. J'ai attendu jusqu'à 9h30 quand j'ai su qu'Abigail serait au travail. Puis je suis rentré chez moi à notre maison avec 3 valises vides et la camionnette de Théodore. La maison était exactement la même que lorsque je l'ai quittée. La tasse de café était toujours sur le comptoir, le courrier entassé près de la porte, mais c'était différent, étranger, comme entrer dans un décor de cinéma de ma vie plutôt que dans la réalité. J'ai commencé dans la chambre, j'ai emballé tous mes vêtements sauf ceux qu'Abigail avait choisis pour moi. J'ai laissé ceux qui traînaient dans le placard comme des cocons abandonnés. J'ai pris la montre de ma grand-mère dans la commode, mes journaux dans la bibliothèque, le disque dur externe avec toutes nos photos. Mesquin, peut-être, mais c'est moi qui ai payé pour ce foutu truc. Au bureau, j'ai débranché ma configuration de jeu, j'ai quitté le bureau que nous avions acheté ensemble, mais j'ai pris la chaise que j'avais achetée lorsqu'elle s'est plainte des roues grinçantes de l'ancienne. J'ai trouvé notre acte de mariage dans le classeur et je l'ai pris aussi. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais juste important. Dans toute la maison, je me suis systématiquement retiré, mes livres, mes disques, mes outils du garage, l'étrange sculpture en métal que j'avais achetée à cette foire d'art qu'elle détestait.
4 heures à effacer méthodiquement ma présence. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Tout ce que nous avions acheté ensemble, le canapé que nous avions choisi après 3 week-ends de shopping, la table de la cuisine où nous avions mangé des milliers de repas, le lit où nous avions dormi, nous sommes battus, nous sommes maquillés, avons fait l'amour. J'ai laissé toutes nos photos encadrées exactement là où elles se trouvaient. Quelque chose dans le fait de voir mon visage lui sourire sur chaque mur, sur chaque surface, me semblait juste un rappel de ce qu'elle avait jeté. Avant de partir, j'ai fait 3 choses. Tout d'abord, j'ai baissé le thermostat à 62 degrés. Abigail se plaignait toujours s'il faisait en dessous de 70 degrés. Deuxièmement, j'ai sorti l'ampoule du réfrigérateur à un petit inconvénient qui prendrait des jours à se rendre compte mais qui l'irriterait à chaque fois qu'elle l'ouvrirait la nuit. Troisièmement, j'ai changé le mot de passe Wi-Fi en « j'espère qu'il plante en 2023 » et j'ai laissé le routeur débranché. Des petites choses, des choses insignifiantes, des choses qui lui feraient ressentir mon absence de 100 petites façons avant même d'accepter la plus grande absence. Alors que je fermais la porte derrière moi, notre voisine Lydia recevait son courrier. Elle regarda le camion de Théodore rempli de mes affaires, puis moi, les sourcils haussés. J'ai juste haussé les épaules et j'ai dit que j'emportais des choses à donner. Elle ne m'a pas cru. Ses yeux en disaient autant, mais elle hocha la tête et entra. Politesse du Midwest, ne posez pas de questions inconfortables, occupez-vous de vos affaires. Cela m'énerve généralement, mais ce jour-là, j'étais reconnaissant. De retour chez Théodore, j'ai tout empilé dans son garage à l'exception de 2 valises de vêtements et de produits de première nécessité qui entraient à l'intérieur. Il m'a aidé à décharger sans poser de questions. Il m'a juste tendu une bière quand nous avons fini et m'a dit, parfois, la vie te donne un coup de pied dans les dents. Jeudi était le jour financier. J'ai de nouveau rencontré Milton. Il avait rassemblé toutes les informations de notre compte et tout présenté dans une feuille de calcul qui m'a fait tourner l'estomac. Il s'avère qu'Abigail avait dépensé bien plus que je ne le pensais. Pas seulement la carte de crédit du magasin que j'ai mentionné précédemment, mais aussi les retraits d'espèces de notre chèque commun, $300 ici, $500 là. Plus de 12 000 $ au cours de la dernière année qu'elle n'a pas pu justifier avec des reçus ou des achats. Je pouvais voir que Milton m'avait aidé à rédiger une lettre demandant officiellement la séparation financière. Pas de papier de divorce, pas encore, mais une déclaration claire selon laquelle je ne serais plus responsable des nouvelles dettes qu'elle contracterait. Je l'ai fait livrer par coursier sur son lieu de travail. Petit? Peut-être. Efficace? Certainement. J'ai également annulé nos comptes de streaming partagés et nos services d'abonnement. Modification des mots de passe sur notre stockage cloud où nous conservions les documents importants. J'ai redirigé tout mon courrier vers une boîte postale. Boîte. De petites coupures systématiques dans notre vie entrelacée. Vendredi matin, j'ai enfin consulté mes réseaux sociaux. 17 messages Facebook, 34 DM Instagram. Même mon Twitter endormi avait des notifications. Les gens vérifiaient si j'allais bien, les gens demandaient ce qui s'était passé avec Abigail, les gens prenaient parti sans connaître toute l'histoire. J'ai posté exactement une chose, une photo d'un gâteau d'anniversaire à moitié mangé sur un comptoir de cuisine. Pas de légende, pas de contexte, juste le gâteau. En 1 heure, mon téléphone a explosé. Des amis envoient des SMS pour demander ce que cela signifie. Abigail a appelé 6 fois en 20 minutes. Sa meilleure amie, Gilles, a envoyé un message pour me demander si j'allais bien parce qu'Abigail était vraiment inquiète. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Raon du travail pour lui expliquer que j'avais besoin de temps personnel. Il s'est montré étonnamment compréhensif, il m'a simplement demandé combien de temps j'avais besoin et si je pouvais toujours gérer le projet Wilson à distance. J'ai dit oui au projet, 2 semaines pour le moment. Il n'a pas insisté, il m'a juste tapé sur l'épaule et m'a dit que parfois, l'espace était le meilleur moyen d'obtenir de la clarté. C'était le premier conseil valable que j'avais reçu depuis le début de cette histoire. Samedi a eu lieu la première véritable confrontation. J'étais à l'épicerie, regardant des pizzas surgelées et essayant de me rappeler quelle marque Théodore préférait lorsque quelqu'un m'appelait. Je me suis retourné pour trouver Mia debout, le panier à la main, le visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. Elle a commencé par la situation habituelle, Abigail est malade d'inquiétude. Tout le monde est concerné. Est-ce que je ne peux pas lui parler, s'il te plaît? Comme je ne répondais pas, son ton a changé. J'ai dit que j'étais enfantin. J'ai dit que c'était juste une blague entre sœurs.
J'ai dit que j'exagérais les choses de manière disproportionnée. J'ai finalement parlé, je lui ai demandé catégoriquement si elle pensait que souhaiter la mort de son conjoint pour l'argent de l'assurance était une blague normale entre sœurs. On lui a demandé si elle voulait que son petit ami l'entende dire quelque chose de similaire. On lui a demandé si elle avait réalisé que cette blague était le point culminant de mois de mépris croissant d'Abigail. Elle n'avait pas de réponse, elle balbutiait simplement quelque chose sur des malentendus et sur le contexte. J'ai remis la pizza, j'ai laissé mon chariot à moitié rempli dans l'allée et je suis sorti. Petit? Oui. Satisfaisant? Oui aussi. Le dimanche était calme. Théodore avait des amis pour regarder le match. Ils savaient tous que quelque chose se passait, mais personne ne leur a demandé. Je viens de me tendre des bières et de faire de la place sur le canapé. Pendant 3 heures, je me suis senti presque normal. Puis lundi est arrivé, et avec lui, la réalité. Mon arrêt temporaire du travail a commencé. La maison que j'avais partagée avec Abigail pendant 5 ans était à moitié vide de l'autre côté de la ville et mon téléphone affichait 15 appels manqués de sa part pendant la nuit. J'ai finalement écouté un message vocal. Sa voix était différente, rauque, crue. Elle a dit qu'elle n'avait pas dormi. Il a dit que la maison ne se sentait pas bien sans moi. Elle a dit qu'elle avait remarqué que de plus en plus de mes affaires manquaient, et que cela lui faisait peur. On m'a demandé si je reviendrais un jour ou si je fantôme tout notre mariage. Quelque chose dans sa terminologie, traiter notre relation comme un match Tinder dont vous pouvez simplement disparaître, a durci quelque chose. J'ai envoyé un texto à Théodore pour lui dire que j'allais faire un tour en voiture et je me suis retrouvé garé devant notre maison, ma maison, celle d'Abigail pendant près d'1 heure. Sa voiture n'était pas là. La lumière du Porsche était allumée, même s'il faisait jour, comme si elle avait oublié de l'éteindre. Le bac de recyclage en bordure de rue débordait de bouteilles de vin. Je ne suis pas entré, je suis resté assis là, me demandant combien de versements hypothécaires il me restait, si je devais le vendre et partager le produit, ou essayer de la racheter. Je me demande comment nous sommes passés de l'éternité à la jury-comptabilité en 10 jours. Mardi a apporté une autre surprise financière, une notification de notre société émettrice de cartes de crédit concernant une activité inhabituelle. Abigail avait fait une virée shopping, plus de $2000 dans les grands magasins et boutiques. Thérapie de vente au détail ou sabotage financier délibéré? Quoi qu'il en soit, j'ai appelé et signalé le vol de la carte. J'en ai reçu un nouveau à ma boîte postale. Boîte. Un autre pont à brûler. Ce soir-là, j'ai finalement mis en ligne quelque chose de plus substantiel. Pas à propos d'Abigail en particulier, mais un simple statut. Parfois, la chose la plus difficile et la bonne sont les mêmes. Assez vague pour vouloir dire n'importe quoi, assez précis pour ceux qui sont au courant. Abigail le verrait. Ses amis le verraient. Le récit passait de « Noah en train de s'effondrer » à « quelque chose de grave s'est produit ». Mercredi faisait 2 semaines que j'avais entendu ces mots dans la cuisine de Mia. 2 semaines de silence de ma part. 2 semaines de tentatives de plus en plus désespérées pour me contacter du côté d'Abigail. J'ai rencontré un avocat recommandé par Théodore. Un gars sympa nommé Milton. Oui, même nom que mon conseiller financier, ce qui a vite prêté à confusion. Il m'a exposé mes options, le divorce serait simple puisque nous n'avons pas d'enfants, mais la maison et les finances resteraient compliquées. Il a suggéré d'abord une séparation formelle pour nous donner à tous les deux le temps de bien démêler les choses. J'ai accepté et il a rédigé les documents sur place. Il a dit qu'il pourrait le faire servir dès vendredi. Le bal était désormais lancé, s'accélérant à chaque jour de silence. C'est jeudi que les choses ont dégénéré. Je travaillais à distance depuis la table à manger de Théodore lorsque la sonnette a retenti. Théodore répondit, puis revint l'air mal à l'aise. Abigail était dehors, a-t-il dit en pleurant et en exigeant de me voir. J'étais assis là, figé, le café à mi-chemin entre mes lèvres, tandis que Théodore demandait maladroitement s'il devait la renvoyer ou la laisser entrer. Aucune des 2 options ne me semblait correcte. Je n'étais pas prêt à la voir. Elle n'était pas prête à entendre les excuses qu'elle avait préparées. Mais la renvoyer revenait à lui donner des munitions, preuve que j'étais déraisonnable, alors j'ai hoché la tête et Théodore l'a laissée entrer. Elle avait l'air horrible. Cheveux non lavés, yeux cerclés de rouge, portant ce qui ressemblait au même pull d'il y a quelques jours. Elle se tenait sur le pas de la porte, me regardant comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais réel. Je ne me suis pas levé, je ne lui ai pas proposé de siège, j'ai juste attendu.
Elle a parlé la première, me demandant si je lui faisais vraiment signifier des papiers de séparation. Apparemment, l'assistante de Milton avait appelé pour vérifier notre adresse, et elle avait insisté jusqu'à ce qu'il révèle le sujet de l'appel. Voilà pour l'élément de surprise. J'ai dit, oui, je l'étais. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui parlais pas, pourquoi je ne la laissais pas s'expliquer. Sa voix ne cessait de s'accrocher, comme si elle devait forcer les mots. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à expliquer. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Elle a dit que ce n'était pas ce que je pensais. Qu'elle avait été stressée à cause du travail et des factures, et que sa sœur faisait toujours ressortir le pire en elle. Qu'elle ne le pensait pas littéralement. C'était juste de l'humour noir après quelques verres de vin. Je lui ai demandé si elle se souvenait exactement de ce qu'elle avait dit. Elle a hésité, puis a affirmé qu'elle avait dit « J'aurais aimé qu'il s'écrase sur le canapé pendant un moment, et j'avais mal entendu. » C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai écouté l'audio. Oui, j'ai eu un enregistrement. Pas parce que je l'avais prévu. J'utilisais une application de mémo vocal pour enregistrer des idées de cadeaux pendant le trajet, essayant de penser à quoi d'autre lui offrir pour son anniversaire en plus du gâteau. Je n'ai jamais arrêté l'enregistrement à mon arrivée. Pur accident, ou destin, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Ces mots exacts dans sa voix exacte. Mon Dieu, j'espère qu'il s'écrasera. Je pourrais utiliser l'assurance. La réponse de Mia. Ou du moins quelques mois de silence. Le rire après. La couleur du visage d'Abigail disparut alors qu'elle s'entendait. Elle a essayé de prendre mon téléphone. Je l'ai éloigné. Elle a commencé à pleurer plus fort, disant que c'était sorti de son contexte. Elle ne le pensait pas. Elle ne m'aurait jamais fait de mal. Je viens de lui poser une question. M'aurais-tu parlé de cette conversation si je ne l'avais pas entendue moi-même? Son silence était une réponse suffisante. Théodore s'était fait discret quand elle était arrivée, mais maintenant il revenait dans la pièce, suggérant maladroitement qu'il devrait peut-être continuer cette conversation une autre fois, quand les émotions ne seraient pas si fortes. Abigail l'ignora, se concentrant entièrement sur moi. Elle commença à énumérer tout ce qu'elle avait réalisé au cours des 2 dernières semaines. À quel point elle dépendait de moi, à quel point la maison semblait vide sans moi, à quel point elle ne pouvait pas dormir seule dans notre lit, à quel point elle n'avait jamais voulu me faire de mal et passerait le reste de sa vie à se rattraper si je rentrais à la maison. C'était la performance d'une vie. Des larmes, des mains tremblantes, une voix brisée au bon moment. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être été ému, j'aurais pu la croire, mais quelque chose avait changé en moi. J'avais passé 14 jours à réfléchir non seulement à ce qu'elle avait dit, mais aussi à la raison pour laquelle elle l'avait dit. Le mépris qui a dû se développer, la cruauté désinvolte. La personne qui pouvait rire à l'idée de ma mort n'était pas celle que je pensais avoir épousée. Alors, je lui ai dit la vérité. Je ne savais pas si je pourrais un jour lui faire à nouveau confiance. Les papiers de séparation n'avaient pas pour but de la punir. Il s'agissait de me protéger pendant que je cherchais s'il restait quelque chose à sauver. Elle ne l'a pas bien pris. J'ai commencé à dire que je perdais 7 ans à cause d'un commentaire stupide. Que tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas quand il s'exprime. Que j'étais cruel en disparaissant et en l'ignorant. Je suis resté assis là, laissant ces mots m'envahir sans pénétrer. Lorsqu'elle s'est finalement essoufflée, je lui ai dit que les papiers de séparation seraient livrés demain et qu'elle devrait les lire attentivement avant de décider des prochaines étapes. Elle est partie en sanglotant, du mascara coulant sur son visage. Théodore revint avec 2 bières et dit que c'était la chose la plus inconfortable dont il avait été témoin depuis le divorce de ses parents. Humour noir, mais j'ai apprécié la tentative. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Elle n'arrêtait pas de rejouer son visage quand elle entendait l'enregistrement. Le choc, la panique, mais pas, ai-je remarqué, de véritables remords. Juste la peur des conséquences. Vendredi matin, les journaux ont été livrés comme promis. Vendredi après-midi, la sœur d'Abigail publiait de vagues statuts sur les réseaux sociaux à propos d'hommes qui réagissaient de manière excessive et détruisaient les mariages à cause de malentendus. C'est drôle comme les familles sont serrées même lorsqu'elles savent qui a tort. Mais quelque chose d'inattendu s'est également produit. La meilleure amie d'Abigail, Jill, a envoyé un message simple disant qu'elle avait entendu toute l'histoire maintenant, y compris ce qu'Abigail avait réellement dit, et qu'elle était désolée que je vive cela. Elle a dit qu'elle connaissait Abigail depuis l'université et qu'elle l'avait vu faire des remarques tout aussi tranchantes à l'égard des autres. Elle a dit qu'elle avait déjà essayé d'en parler à Abigail,
mais qu'elle avait été fermée. C'était le premier message de quelqu'un dans l'entourage d'Abigail qui reconnaissait la légitimité de ma douleur plutôt que d'essayer de la minimiser. Je n'ai pas répondu, mais ça m'est resté. Peut-être que le commentaire d'Abigail n'était pas un écart momentané mais un aperçu de son véritable caractère. Peut-être que j'avais manqué ou ignoré les signaux d'alarme pendant des années. Le week-end s'est déroulé tranquillement. Théodore avait un rendez-vous, donc j'avais la maison pour moi seul. J'ai commandé une pizza, regardé une série de science-fiction qu'Abigail avait toujours refusé de regarder avec moi et essayé de ne pas penser au fait que dans une autre vie, une autre chronologie, je serais à la maison avec ma femme, célébrant notre tradition mensuelle de pizza et de soirée cinéma. Dimanche soir, Abigail n'a envoyé que 2 mots, je suis désolé. Première véritable excuse en 17 jours. Aucune excuse, aucune exigence de parler, juste ces 2 mots. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai réfléchi plus longtemps que j'aurais dû. Lundi matin, jour 18 de cette nouvelle réalité, je me suis réveillé pour trouver Abigail assise dans sa voiture devant la maison de Théodore, juste assise là, surveillant la porte. Théodore la repéra le premier et lui montra du doigt à travers la fenêtre de la cuisine. Je l'ai appelée, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de me voir pour savoir que j'allais vraiment bien. Elle a dit qu'elle ne s'approcherait pas de la maison et ne ferait pas de scène, elle avait juste besoin d'une confirmation visuelle. C'était à la fois inquiétant et étrangement touchant. Je lui ai dit de rentrer chez elle, que cela ne nous aidait ni l'un ni l'autre. Elle m'a demandé si j'avais lu son message. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si je croyais qu'elle était désolée. J'ai dit que je ne savais pas. Puis elle a posé la question que je redoutais, demandez-vous le divorce? Je lui ai dit la vérité. Je n'avais pas encore décidé. Elle est restée encore 1 heure dans sa voiture avant de finalement repartir. Théodore a suggéré de changer les serrures de ma maison au cas où. J'ai accepté et nous avons passé l'après-midi à installer de nouveaux peines dormants. Une autre petite coupure de nos vies connectées. Aujourd'hui cela fait 3 semaines depuis cette nuit chez Mia. 3 semaines de silence, principalement de séparation et de tri des ruines de ce que je pensais être un mariage solide. Je ne dors pas très bien. Les choses stupides me manquent. La façon dont Abigail achetait toujours du bon café, même s'il était plus cher. Comme elle chantait mal sous la douche tous les matins. Sa ridicule collection de chaussettes pelucheuses qui finissait toujours de mon côté du lit. Mais je ne regrette pas le mépris croissant dont je réalise maintenant qu'il s'est construit depuis des mois. Ne manquez pas de marcher sur des œufs face à ses humeurs. Ne manquez pas les subtiles réprimandes que j'avais considérées comme étant simplement son sens de l'humour. Les papiers de séparation ont été signés et déposés. L'avocat dit que nous sommes officiellement dans une période de séparation légale 6 mois pendant lesquels nous sommes toujours techniquement mariés mais vivons séparés, avec des finances formellement séparées. Au bout de ces 6 mois, soit nous nous réconcilions, soit nous procédons au divorce. Il y a 3 semaines, je n'aurais pas hésité à dire que la réconciliation était impossible. Maintenant, j'en suis moins sûr. Non pas parce que je lui ai pardonné, mais parce que démêler un mariage de 7 ans est compliqué. Les maisons, les comptes bancaires, les familles et les amis, tous liés d'une manière que je commence seulement à comprendre. Au moment où j'écris ceci, mon téléphone s'allume avec une notification. Autre message d'Abigail, pouvons-nous nous rencontrer? Dans un endroit neutre, juste pour parler, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je vais dire. Une partie de moi veut l'entendre. Une partie de moi pense que cela ne fait que prolonger l'inévitable. La plupart d'entre moi sont simplement fatigués de toute cette situation, mais je pense que j'accepterai de la rencontrer, ne serait-ce que pour lui dire en face tout ce que j'ai écrit à des inconnus sur Internet. Nous mettrons à jour si quelque chose de significatif change. Et merci pour tous les conseils du dernier post. Même les suggestions étranges impliquant des paillettes et sa bouteille de shampoing. Certains d'entre vous ont besoin d'une thérapie, mais j'apprécie la solidarité. Toujours debout, toujours en train de respirer. Dernière mise à jour, cela fait exactement 25 jours que j'ai laissé ce gâteau sur le comptoir. 25 jours de silence, de séparation et plus d'adulte que je n'aurais jamais voulu faire. Ce sera probablement ma dernière mise à jour car, eh bien, il n'y a qu'un nombre limité de façons de disséquer un mariage décédé avant même qu'Internet ne s'ennuie. Tout d'abord, merci pour tous les commentaires et DM. Oui, même le plus bizarre. Non, je n'ai pas suivi le conseil de mettre du poisson dans les bouches d'aération de sa voiture. Vous êtes tous des sauvages. Donc,
la réunion au café. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt car l'anxiété me rend ponctuel. Centre-ville, Groundwork Coffee, à 14 h un jeudi. Il y avait suffisamment de monde pour le bruit de fond, mais pas tellement de monde que nous serions entendus. J'ai choisi une table d'angle, j'ai commandé un café noir dont je ne voulais pas et j'ai attendu. Abigail est arrivée exactement à l'heure, pas 5 minutes en retard comme d'habitude, coiffée, légèrement maquillée, portant le pull bleu que je lui avais offert à Noël dernier. Tous des choix stratégiques, j'en suis sûr. La première chose qu'elle a dite en s'asseyant n'était pas « bonjour ». C'est qu'elle avait perdu 7 livres depuis mon départ. J'ai juste laissé tomber ce fait comme si c'était censé signifier quelque chose. Insister sur la perte de poids comme monnaie relationnelle. Mouvement classique d'Abigail. Je ne l'ai pas reconnue, j'ai juste demandé pourquoi elle voulait se rencontrer. Elle avait préparé des notes, de véritables notes manuscrites sur un bloc-notes jaune légal. La vue était si inattendue que j'en ai presque ri. Cette femme qui préférait mourir plutôt que de faire une liste d'épiceries s'était frayé un chemin à travers ce que cette conversation était censée être. Son premier point, elle était désolée, vraiment profondément désolée pour ce qu'elle avait dit. C'était cruel et irréfléchi, et elle ne le pensait pas. Elle était stressée par le travail, ennuyée que je manque son week-end d'anniversaire, du moins c'est ce qu'elle pensait, et avait bu du vin avec Mia tout l'après-midi. Les mots viennent de sortir. J'ai demandé pourquoi elle avait ri après. Elle a tremblé comme si je lui avais jeté de l'eau au visage, a dit que c'était un rire nerveux, a dit que Mia faisait toujours ressortir son pire côté, a dit que c'était une tentative stupide de paraître nerveuse et cool devant sa sœur. Deuxième point, elle tenait notre relation pour acquise. Elle s'était sentie à l'aise dans la sécurité que je lui offrais, la stabilité. Elle avait cessé d'apprécier tout ce que je faisais et avait commencé à se concentrer sur ce que je ne faisais pas. Troisième point, les 3 dernières semaines ont été un signal d'alarme. Elle avait réalisé à quel point elle dépendait de moi. Pas seulement financièrement, même si cela en faisait partie. Au moins, elle était honnête, mais émotionnellement. Elle a dit que la maison était trop calme et qu'elle avait commencé à se parler juste pour entendre une voix. Quatrième point, elle voulait tenter une thérapie de couple. J'avais déjà trouvé quelqu'un spécialisé dans la reconstruction de la confiance après une trahison. J'avais pris un rendez-vous préliminaire pour la semaine prochaine. Ne pourrais-je pas y réfléchir, s'il vous plaît? Malgré tout cela, je restais assis là, sirotant mon café maintenant froid, observant son visage à la recherche de signes de la femme qui avait nonchalamment souhaité ma mort. Était-ce une performance ou de véritables remords? Je ne pouvais toujours pas le dire. Lorsqu'elle eut terminé ses remarques préparées, elle posa le bloc-notes juridique et me regarda directement pour la première fois, me demandant ce que je pensais. Je lui ai dit que je pensais à des univers parallèles, au fait que dans une autre chronologie, je n'avais jamais traversé cette tempête de neige, je n'avais jamais entendu ce qu'elle disait, je vivrais toujours dans une ignorance bienheureuse, dormant à côté de quelqu'un qui pourrait rire à l'idée de ma mort. Elle se mit à pleurer, pas les sanglots théâtraux du salon de Théodore, mais des larmes silencieuses qu'elle n'arrêtait pas d'essuyer avec une serviette comme si c'était un inconvénient. J'ai exposé mes conditions, pas des points de négociation, juste des faits. La séparation se poursuivrait pendant les 6 mois complets comme prévu. Je ne reviendrai pas ici pendant cette période. Je ne disais pas non plus jamais à la réconciliation, mais je ne disais pas non plus oui à la thérapie de couple. J'avais besoin de temps. Elle hocha la tête pendant tout cela. Comme si chaque mot était un petit coup qu'elle absorbait. Quand j'ai fini, elle m'a juste demandé si je la détestais. La partie la plus étrange? Je ne l'ai pas fait. Ce n'est toujours pas le cas. Il y a de la colère, de la déception, de la souffrance, mais pas de haine. Je lui ai dit ça. Elle a semblé véritablement surprise, a dit qu'elle s'était dit que je devais la détester pour l'exclure si complètement. J'ai dit que c'était presque pire que je ne le fasse pas parce que cela signifiait que je ne m'en souciais plus assez pour ressentir quelque chose d'aussi fort. Cela piquait parce que ce n'était pas entièrement faux. La conversation s'est terminée après cela. Nous avons convenu de communiquer par courrier électronique sur des sujets pratiques, comme la maison et les factures. Elle continuerait à payer l'hypothèque. Son nom est dessus aussi. Je continuerai à payer ma part des services publics. Nous réévaluerions au 3e mois de la séparation. Alors que nous nous levions pour partir, elle hésita, puis demanda si elle pouvait me serrer dans ses bras. J'ai dit non. Elle hocha la tête comme si elle s'y attendait, rassembla ses affaires et sortit.
Je suis resté assis là pendant encore une demi-heure, pensant à quel point c'était surréaliste d'avoir une conversation aussi professionnelle avec quelqu'un que l'on avait vu pleurer laid. Quelqu'un qui vous a tenu la tête lorsque vous avez eu une intoxication alimentaire. Quelqu'un qui connaissait toutes les histoires stupides et embarrassantes de votre enfance. S'étant réduit à des puces sur un bloc-notes juridique. La vie a continué son nouveau schéma étrange. Après cela, j'ai prolongé mon contrat de travail à distance jusqu'à la fin du mois. La chambre d'amis de Théodore est devenue moins temporaire lorsque j'ai acheté un surmatelas décent et accroché quelques photos. J'ai établi des routines, courir le matin, travailler, faire de la gym 3 fois par semaine, préparer le dîner avec Théodore lorsque nos horaires s'alignaient. La stratégie silencieuse a continué de rapporter des dividendes inattendus. Avec un contact limité de ma part, Abigail semblait mener une véritable réflexion. Sa sœur Mia m'a envoyé un message étonnamment humble une semaine après la réunion au café. Il a dit qu'elle avait eu une mauvaise influence sur Abigail pendant des années, l'encourageant à être brutalement honnête. Lire signifie comme une forme tordue de lien fraternel. Elle a dit qu'elle était dégoûtée d'avoir ri ce jour-là. Je n'ai pas demandé pardon, je voulais juste que je sache qu'elle reconnaissait son rôle dans la situation. Je n'ai pas répondu mais j'ai pris des captures d'écran, pas comme levier, juste pour me rappeler que je n'étais pas fou de me sentir trahi. Pendant ce temps, la pression financière était plus forte que je ne l'avais prévu. L'ami d'Abigail, Gilles, a de nouveau contacté. Abigail a déclaré qu'elle avait du mal à maintenir son style de vie avec ses seuls revenus. Elle a dû annuler son abonnement mensuel au spa. Je cherchais une colocataire pour m'aider avec l'hypothèque, mais je ne voulais vraiment emménager personne parce qu'elle espérait toujours que je reviendrais à la maison. J'ai remarqué la tactique de manipulation utilisant un ami pour me culpabiliser, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai remercié Gilles pour la mise à jour et dit qu'Abigail était la bienvenue pour contacter mon avocat si elle souhaitait discuter des arrangements financiers. Vers le 30e jour, quelque chose a changé dans l'approche d'Abigail. Ses courriels sont devenus moins émotionnels, plus pratiques. Elle a commencé à vendre certains de ses vêtements et sacs les plus chers sur des applications de revente. Elle s'est débarrassée de sa deuxième voiture, la décapotable peu pratique qu'elle avait insisté pour acheter l'été dernier. Elle a même mentionné dans un email qu'elle envisageait de suivre des cours pour augmenter son potentiel de revenus. C'était comme regarder quelqu'un grandir en accéléré. Bizarrement, je me sentais fier d'elle, même si je restais déterminé à ne pas la sauver. Le jour 35 a apporté une tournure inattendue. J'ai vérifié le courrier à ma boîte postale. Boîte et j'ai trouvé une épaisse enveloppe d'Abigail. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 10 pages recto verso et une clé USB. La lettre était essentiellement une chronologie de notre relation de son point de vue. Chaque moment majeur, bon et mauvais, la proposition au lac, notre première grande dispute au sujet de ses dépenses, la fausse couche de la 3e année dont nous n'avons jamais vraiment parlé correctement, le changement progressif dans la façon dont elle me voyait de partenaire à fournisseur puis à obstacle. C'était brutalement honnête, comme nos conversations réelles ne l'avaient jamais été. Elle a admis être mécontente de ma satisfaction dans notre vie alors qu'elle en voulait toujours plus, a admis avoir comparé défavorablement notre style de vie à celui de ses amis, même si elle savait qu'il se noyait dans les dettes pour préserver les apparences. Elle a admis avoir flirté avec son collègue Jason l'année dernière, même si elle a juré que rien de physique ne s'était produit. La clé USB contenait des fichiers audio ou des enregistrements de ses séances de thérapie, apparemment avec la permission de son thérapeute. Je n'en ai écouté qu'un. Je ne pouvais pas en supporter plus. L'entendre analyser notre mariage avec un inconnu, entendre la véritable confusion dans sa voix lorsqu'elle essayait d'expliquer pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit à propos de l'argent de l'assurance. C'était trop intime, trop cru. J'ai supprimé les fichiers et mis la lettre dans ma boîte à documents. Je ne sais pas si je le lirai un jour, mais je me sentais mal de le jeter. Le jour 40 a apporté un autre développement. J'ai croisé notre voisine Lydia à la quincaillerie. Elle a mentionné qu'Abigail organisait une sorte de réunion hebdomadaire à la maison. Pas de fête, de réunion. Il a dit qu'il y avait toujours 6 ou 7 voitures devant le mercredi soir. La curiosité a eu raison de moi. Ce mercredi-là, je me suis garé dans le pâté de maison et j'ai regardé. Ces femmes sont arrivées entre 18h et 18h30, tout à peu près de l'âge d'Abigail. J'en ai reconnu certains comme ses amis, d'autres étaient des étrangers. Je ne me suis pas approché. Ce serait bizarre. Mais j'ai ensuite envoyé un texto à Gilles, lui demandant avec désinvolture ce qu'Abigail faisait ces jours-ci.
Elle a déclaré qu'Abigail avait créé un groupe de responsabilisation des femmes axé sur la littératie financière et la rupture des modèles relationnels toxiques. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Vers le 45e jour, la dynamique des médias sociaux a radicalement changé. Mia, qui était visiblement restée silencieuse sur notre situation en ligne, a publié un long article sur le soutien à ma sœur tout au long de son éveil et l'aidant à reconnaître les schémas destructeurs. Elle a tagué Abigail, qui a répondu simplement « Je t'aime mais ce voyage est à moi et je le partagerai quand je serai prêt ». Cela a attiré l'attention de nos amis communs. Soudain, les gens qui me laissaient de l'espace ont commencé à me contacter pour me demander ce qui se passait. Le moulin à rumeurs s'est mis à tourner. Quelqu'un a entendu dire qu'Abigail était en cure de désintox. Elle ne l'était pas. Quelqu'un d'autre a entendu que j'avais vidé nos comptes et que je l'avais laissé sans ressources. C'est également faux. Un autre encore a affirmé que nous avions des problèmes depuis des années et que la séparation était réciproque. En partie vrai, je suppose. J'ai gardé mon silence. Laissez-les s'interroger. Le jour 50 a marqué un moment important. Pour la première fois depuis mon départ, je suis retourné à la maison pendant qu'Abigail était à la maison. J'avais besoin de récupérer mon équipement d'hiver au garage. Le printemps du Minnesota est un mensonge, et nous avons eu 6 pouces de neige pendant la nuit. Je lui ai d'abord envoyé un texto pour être sûr que tout allait bien. Elle a répondu immédiatement en disant, bien sûr, elle resterait à la maison toute la journée pour travailler sur un projet. Arriver dans l'allée semblait surréaliste. La pelouse avait besoin d'être tondue. Les parterres de fleurs n'étaient pas entretenus. Petit signe de mon absence. Abigail m'a rencontré à la porte mais n'a pas plané. Je lui ai juste dit de prendre le temps dont j'avais besoin, puis je me suis retiré dans la cuisine où elle semblait peindre quelque chose. La maison était différente. Ça sentait différent aussi. Moins comme ma lessive, plus comme le diffuseur d'huiles essentielles qu'elle avait toujours voulu utiliser mais que je trouvais trop fort. Les photos avaient été réorganisées. Certains meubles ont bougé. Pas radicalement, mais suffisamment pour le remarquer. Dans le garage, j'ai trouvé mes affaires d'hiver soigneusement emballées et étiquetées. Pas assemblées à la hâte mais soigneusement emballées. Elle avait même inclus des choses que j'avais oubliées. Mon écharpe préférée, les gants coûteux que ma mère m'avait offerts il y a 2 Noëls. Alors que je chargeais les cartons dans ma voiture, Abigail est sortie avec une tasse de café. On m'a demandé si je voulais voir sur quoi elle travaillait à l'intérieur. Aucune pression, juste une offre. La curiosité a pris le dessus. Je l'ai suivie jusqu'à la cuisine, où elle avait installé un petit studio d'art. Elle peignait des pancartes en bois avec des citations inspirantes, le genre de choses qu'elle utilisait pour se moquer des gens qui achetaient chez Target. En fait, elle semblait gênée lorsqu'elle expliqua que c'était thérapeutique et qu'elle en avait vendu quelques-uns dans un marché de producteurs local. Nous avons parlé pendant peut-être 15 minutes. Des trucs au niveau de la surface, la météo, l'anniversaire de ses parents, le chauffe-eau qui fait à nouveau ce bruit de connement. Conversation normale entre 2 personnes qui partageaient tout. Alors que je partais, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit qu'elle avait lu des articles sur le deuil et qu'elle avait réalisé qu'elle pleurait notre mariage tout en espérant le sauver. Et ces 2 choses ne cessaient de se contredire dans sa tête. J'ai hoché la tête, j'ai dit que je comprenais parce que je ressentais la même contradiction. C'était l'échange le plus honnête que nous ayons eu depuis des années. Le jour 60 a apporté de la clarté financière. La rencontre avec Milton, le conseiller financier, et non l'avocat, toujours déroutant, a révélé qu'Abigail avait respecté notre accord. Pas de nouvelles dettes communes, des versements réguliers sur ses cartes de crédit personnelles. Elle avait même payé cette carte de magasin dont je ne connaissais pas l'existence. Milton a suggéré qu'il serait peut-être temps de discuter d'arrangements financiers plus permanents, selon l'orientation que je prends en matière de réconciliation. J'ai réalisé que je n'avais pas réfléchi activement à ce choix depuis des semaines. J'avais été tellement concentré sur le maintien des limites que j'avais évité la question plus importante. J'ai donc fait une liste, style pour-contre, comme décider quelle voiture acheter ou quelle offre d'emploi accepter. Sauf qu'il s'agissait de savoir s'il fallait essayer de sauver un mariage de 7 ans ou s'en aller définitivement. La liste n'a pas aidé. Certaines choses ne peuvent pas être quantifiées. Le 70e jour, Théodore a annoncé qu'il voyait quelqu'un suffisamment sérieusement pour discuter d'emménager ensemble. Pas immédiatement, mais d'ici quelques mois. Il m'a assuré que je pourrais rester aussi longtemps que nécessaire, mais le sous-texte était clair.
Il est temps de trouver un arrangement plus permanent. Ce week-end-là, j'ai visité 3 appartements et signé un bail de 6 mois pour le deuxième. Une chambre, emplacement au centre-ville accessible à pied, cuisine décente. Un nouveau départ. Je l'ai dit à Abigail par email. Elle a répondu par une seule ligne, je comprends, mais la porte ici reste ouverte. Le jour du déménagement est arrivé le 75e jour. Théodore a aidé, avec 2 autres amis. 4 heures à transporter des cartons et des meubles dans 3 étages parce que l'ascenseur était en panne. J'ai ensuite commandé une pizza et de la bière. Baptisé l'endroit avec un pique-nique de fortune dans le salon, car je n'avais pas encore acheté de table à manger. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement, j'ai enfin ouvert le dossier des photos sur mon disque dur externe. C'est tant de souvenirs, de vacances, de congés, de moments aléatoires de la semaine. Abigail rit de quelque chose hors caméra. Abigail dort la bouche légèrement ouverte. Abigail au début, me regardait comme si j'avais accroché la lune. Je n'ai pas pleuré. Je restais assis là, ressentant le poids de tout ce que nous avions construit et de tout ce que nous avions perdu. Jour 80, email d'Abigail demandant si nous pourrions nous revoir. Elle voulait discuter de ce qui se passerait après la fin de notre séparation de 6 mois. Il reste encore 3 mois, mais elle voulait se préparer à l'une ou l'autre issue. Nous nous sommes rencontrés dans un autre café, en territoire plus neutre. Elle avait l'air bien, en bonne santé, avait coupé ses cheveux jusqu'aux épaules, portait un maquillage minimal et des vêtements simples, jeans, pull, bottes. Le sac à main de créateur flashy remplacé par un fourre-tout en toile. La conversation était directe. Elle m'a demandé si je penchais pour la réconciliation ou le divorce. Je lui ai dit honnêtement que je n'avais pas décidé. On lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle voulait réessayer, mais seulement si je pouvais éventuellement lui pardonner. Pardonnez vraiment, ne vous contentez pas de dire des mots en vous accrochant au ressentiment. Elle a dit qu'elle avait changé au cours des 11 dernières semaines, qu'elle changeait encore et qu'elle voulait avoir la chance de me montrer cette personne plutôt que de me parler d'elle. J'ai dit que je croyais qu'elle avait changé, j'ai dit que j'avais changé aussi. J'ai dit que je n'étais pas sûr si nos nouveaux mois étaient toujours compatibles ou si nous avions grandi dans des directions différentes. Elle a hoché la tête, a dit que c'était juste. Puis elle m'a remis une enveloppe scellée. Il a déclaré qu'il contenait les conditions proposées pour l'une ou l'autre issue, la réconciliation ou le divorce. Il m'a demandé de le lire quand j'étais prêt et de lui faire part de mes réflexions. Je l'ai ouvert 3 jours plus tard. À l'intérieur se trouvait le document le plus mature et le plus raisonnable que j'aurais pu imaginer de la part de quelqu'un qui se bat pour son mariage tout en préparant sa fin. Pour la réconciliation, 6 mois de thérapie de couple avant la cohabitation, une transparence financière totale des 2 côtés, des contrôles réguliers sur la satisfaction relationnelle, des discussions annuelles sur l'état de l'union, sur les objectifs et les progrès. Pour le divorce, partage équitable des biens basé sur les apports plutôt que strictement 50-50e. Elle rachèterait ma part de la maison à la valeur marchande. Aucune pension alimentaire dans les 2 sens. Rupture nette avec une implication minimale d'un avocat si possible. C'était lucide, pratique et complètement différent de l'Abigail qui avait souhaité ma mort pour l'argent de l'assurance 3 mois plus tôt. Je lui ai envoyé un email lui indiquant que les 2 ensembles de conditions semblaient raisonnables. J'ai demandé du temps pour prendre ma décision. Elle a répondu par un simple « Prenez tout le temps dont vous avez besoin ». Jour 90. Aujourd'hui. 3 mois que j'ai entendu ces mots dans la cuisine de Mia. 3 mois de silence, de séparation, de réflexion et de croissance. J'ai pensé au gâteau. Celui que j'ai laissé sur le comptoir de Mia, l'anniversaire qu'il était censé célébrer. Le moment où tout a changé. Cet après-midi, je suis allé à la même boulangerie, j'ai acheté le même gâteau, je suis allé en voiture jusqu'à mon nouvel appartement et je l'ai posé sur mon nouveau comptoir. Ensuite, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée par SMS à Abigail. Le premier SMS direct que je lui avais envoyé en 90 jours. Elle a appelé immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ensuite, j'ai coupé une part de gâteau, je me suis assis sur mon canapé d'occasion et j'ai écouté son message. Elle n'a pas supplié, n'a pas fait d'hypothèse, a simplement dit qu'elle comprenait le symbolisme. Elle a dit qu'elle accepterait tout ce que je déciderais. Elle a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré tout cela avec dignité plutôt que destruction. Elle a dit qu'elle était encore désolée, qu'elle ne s'attendait pas à un pardon, mais qu'elle présentait quand même ses excuses. Je rencontre l'avocat demain. Pas pour demander le divorce, pas encore,
mais pour discuter des prochaines étapes de l'une ou l'autre voie. Comprendre à quoi ressemblerait réellement la réconciliation après quelque chose comme ça, savoir exactement ce que je choisis. Ce soir, je finirai ce gâteau seul. Non pas par tristesse, mais parce que certains voyages doivent être parcourus en solo. Je ne sais pas si Abigail et moi avons un avenir ensemble. La blessure qu'elle lui a infligée était profonde. La confiance qu'elle a brisée ne sera pas facile à reconstruire. Mais je sais que quelle que soit ma décision, ce sera avec force plutôt qu'avec peur, avec clarté plutôt qu'avec confusion. Ces mots prononcés à la table de la cuisine de Mia révélaient quelque chose de laid. Mais peut-être qu'ils ont aussi révélé quelque chose de nécessaire. Peut-être avions-nous besoin de rompre complètement pour voir de quoi nous étions réellement faits. Ou peut-être que certaines choses, une fois cassées, devraient le rester. Quoi qu'il en soit, je suis en paix avec le processus. L'homme qui a laissé ce gâteau sur le comptoir il y a 90 jours se serait immolé par le feu pour garder Abigail au chaud. L'homme qui écrit ceci connaît désormais sa propre valeur. Je mettrai à jour une dernière fois après avoir pris ma décision finale, mais pour l'instant, je me déconnecte. Merci d'être venu dans ce voyage avec moi, étranger sur Internet. Vos conseils, votre soutien et vos terribles suggestions de vengeance occasionnelle ont été une étrange forme de thérapie. Toujours debout. Je respire toujours. Plus fort qu'avant.